bonjour à toutes et à tous. Donc là, je m'appelle Borel Rémy, je suis commandant de police et je suis chef de la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis. Alors, je suis devant vous pour aborder un sujet qu'on a vu délicat, compliqué, sensible et dramatique. Moi, je le ferai, alors je ne redonnerai pas la définition que j'avais prise du Larousse, je reprendrai la phrase de Lévi-Strauss. L'interdit de l'inceste fonde la famille et le monde. Pour ma part, j'aborderai ce sujet à travers mon expérience professionnelle de près de 20 ans, à la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis. On parlera d'abord de ceux qui auditionnent les enfants, qui s'occupent dans la phase policière d'entendre les enfants. Après, de voir rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, comme dirais-je, une vue un petit peu différente, je veux dire, sur les textes qui traitent et maltraitent, on va dire, les enfants mineurs d'inceste, pour finir par la technique d'audition, en tout cas notre travail au quotidien à la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis. Alors, d'abord, qui entend les enfants victimes d'abus sexuels? Alors, je vais juste vous donner un article, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'entre l'inceste, le terme, on va dire, médical, psychologique et la procédure pénale, c'est vrai qu'il y a quelquefois un petit mur entre les deux. Donc, l'article 14 du Code de procédure pénale définit la police judiciaire, donc les policiers et gendarmes, doivent constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. En tout cas, envoyer les auteurs devant un juge. Alors, qui entend les enfants victimes? Alors, du côté de la police, on a les brigades des mineurs qui sont spécialisées dans l'audition de l'enfant. La première a été créée en 1935 à Paris. C'est des assistantes de police qui géraient ça. Donc c'était la première, c'est la brigade des mineurs de Paris. Donc ceux qui ont vu le film Police, c'est un très bon film, ont pu voir le travail de la brigade des mineurs de Paris, qui correspond à un travail effectivement d'une brigade des mineurs classique. Ensuite, il y a eu des brigades des mineurs qui ont été créées un petit peu partout en France. Bon, pour ma part, moi, depuis 2009, parce que là, vous verrez pour les étudiants, en France, on adore changer les termes, mais on garde toujours le même travail. On s'appelle maintenant Brigade de protection de la famille. La PPF, Brigade de protection de la famille. Il y a que Paris qui n'a pas changé, parce que Paris, c'est la capitale. Mais nous, on a changé. Toutes les autres brigades des mineurs, maintenant, s'appellent Brigade de protection de la famille. Donc nous, de Seine-Saint-Denis. Parce que l'idée du législateur, c'était de faire que la brigade traite toutes les infractions correspondant à la famille. Donc les violences conjugales, tout ce qui était par rapport à la procédure de divorce, les violences intrafamiliales et toutes les affaires de mœurs. Bon, ça n'a pas été mis en place au niveau du terrain, donc tout ce qui était de toutes les brigades des mineurs urbaines, parce qu'il y avait une telle masse de travail qu'on ne pouvait pas réunir dans un seul service tout cela. Donc nous, on a gardé finalement nos anciennes prérogatives. Alors, nos prérogatives pour ce qui concerne mon service, c'est donc, géographiquement déjà, on travaille donc sur toute la Seine-Saint-Denis, sur toutes les communes de Seine-Saint-Denis. On est basé à Bobigny, on travaille sur toute la Seine-Saint-Denis. Pour ce qui est des compétences judiciaires, donc c'est tous les abus sexuels commis sur les mineurs, que ce soit contre X, hors de la famille, dans la famille, par des majeurs, par des mineurs. Les violences sexuelles, j'avais un petit chiffre, en 2010, hors de la famille et dans la famille, c'était 50-50 pour nos dossiers. Donc les rappels, l'abus sexuel, c'est un terme générique, hein, c'est les viols, les agressions sexuelles, les atteintes sexuelles et les corruptions de mineurs. Donc ça, c'est notre corps de métier, si on peut dire, c'est les 3/4 de nos dossiers. En plus, on a, ça je passe très vite parce que c'est pas le sujet présent, tout ce qui est violence intrafamiliale, donc cadre familial très grave. Quand la violence devient une perversion, les actes de torture et barbarie, évidemment les violences les plus graves, les infanticides, ou des infractions un peu spécifiques comme les bébés secoués et les maltraitances à nourrissons. On a par la suite, là aussi je passe très vite, tout ce qui est disparition inquiétante de mineurs. Et j'ai un groupe, il y a 5 groupes à la brigade de protection de la famille de cette année, et j'ai un groupe qui gère tout ce qui est pédopornographie sur le net. Donc qui ne gère que la pédopornographie sur le net. Donc toutes les affaires où les révélations sont particulières pour le mineur, la sexualité, problèmes culturels et cultuels, et la remise en cause des parents, conflit de loyauté. On est une trentaine de fonctionnaires à la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis, une brigade assez féminisée, hein, puisqu'en général il y a près de 2/3 de femmes qui travaillent avec moi, j'ai la chance de travailler avec 2/3 de femmes, et nous traitons près de 600 dossiers par an. Donc le fait de viol dans la famille, hors famille, et toutes les violences très graves. Voilà. Donc ça, c'est pour la police. Alors, rapidement, pour la gendarmerie, il y a aussi des brigades
Alors, ils appellent ça des brigades de prévention de la délinquance juvénile. Donc c'est les gendarmes, c'est les policiers de la campagne. Alors ils ont un petit système différent du nôtre. Eux, ils ont des enquêteurs spécialisés dans les auditions. Et quand une brigade locale a une affaire, quelqu'un vient déposer plainte pour son enfant qui a été agressé sexuellement, les enquêteurs viennent faire l'audition avec les gendarmes enquêteurs de base, et après repartent. On appelle ça un peu la méthode canadienne. Bon, moi en tant que professionnel, je pense pas que ce soit la bonne solution. Nous, en tant que policier, le policier qui va faire l'entretien va continuer l'enquête. Et donc, connaîtra l'enfant, l'aura vu, l'aura entendu, et sentira, je veux dire, tous les éléments importants. Parce que c'est vrai que c'est des enquêtes très compliquées où on a effectivement rarement des preuves, mais on a des sensations par rapport à toutes les auditions qu'on a pu faire. Parce que ce sont des dossiers qui sont toujours très lourds. Donc voilà, ça ce sont les gendarmes. Donc voilà les deux services, les brigades des mineurs des services de police et les brigades de gendarmerie de la prévention de la délinquance juvénile. Voilà pour les services. Alors, juste les textes. Alors, on en a déjà parlé, donc je vais aller assez rapidement là-dessus. Bon, la prescription, comme on vous l'a dit, c'est l'idée du droit à l'oubli, hein, avec la société n'a pas su arrêter rapidement le délinquant. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi qui a changé dernièrement, il y a la prescription en général, hein, puisqu'avant les contraventions c'était 1 an, maintenant les délits c'était 3 ans, et le crime c'était 10 ans. Un crime donc c'est les meurtres, les viols, sur personnes majeures hein, pour les viols. Donc les délits évidemment c'est les escroqueries, les vols, etc. Maintenant ils ont doublé, donc ça vient d'être voté, on en a un petit peu parlé dernièrement, donc c'est 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes. Alors il faut savoir que ce sont au moment de la commission, le point de départ c'est la commission des faits. Au moment par exemple où le meurtre est commis, maintenant, il y a 20 ans avant la prescription, avant ce qui est dit. Donc le seul crime qui connaît la prescriptibilité, il s'agit des crimes contre l'humanité. C'est une conception qui avait été pensée après la Seconde Guerre mondiale et les ordres de cette Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour les abus sexuels sur mineurs, problème de la prescription pour les affaires sexuelles sur mineurs. Le législateur a pensé qu'un enfant victime ne peut s'exprimer librement tant qu'il n'est pas adulte. Il dépend de ses parents, et si ces derniers ne sont pas protecteurs, ils ne sauront pas protéger leur enfant. Surtout si l'agresseur est un membre de la famille. Il y a le risque du silence, de l'idée qu'il vaut mieux protéger le membre de la famille que de dénoncer les faits. Il y a aussi l'emprise de l'adulte agresseur sur l'enfant, les menaces, les pressions pour qu'il ne dise rien sur les faits. Le législateur a donc pensé qu'après 18 ans, donc après sa majorité, la victime pourrait mieux se défendre seule, décider d'elle-même quand elle sera prête pour déposer plainte, pour se prendre en main. Alors il y a une évolution de la loi, c'est assez compliqué, donc on n'en parlera pas trop ici parce que c'est... Donc depuis 1989, il y a eu plein de lois par rapport à la prescription sur les faits sexuels sur mineurs. On va parler de la dernière, donc celle qui est en place, c'est la loi Perbel du 6 mars 2004. L'idée est simple, pour une fois, on fait quelque chose d'assez simple. C'est 20 ans, alors pour tout ce qui est viol et agression sexuelle les plus graves, c'est-à-dire celles qui sont punissables de 10 ans de prison. Donc pour tout viol sur mineur et toute agression sexuelle avec en fait 2 causes d'aggravation, punissable de 10 ans, c'est 20 ans après la majorité, donc jusqu'à 38 ans. Et vous avez les agressions sexuelles, parce que le droit pénal en fait, vous avez l'agression de base, si on peut dire, et après vous avez, pour les agressions sexuelles, des aggravations. Moins de 15 ans, par personne et autorité, etc. Donc ça s'additionne, en tout cas pour les agressions sexuelles. Si vous avez plus de 2 causes d'aggravation, c'est punissable de 10 ans de prison. Donc là, c'est 20 ans après la majorité. Par contre, si c'est une agression sexuelle d'une jeune fille de 16 ans par quelqu'un de sa famille, il y aura une cause d'aggravation parce que ce sera quelqu'un de sa famille, ça sera 10 ans après les faits. Voilà. Donc, l'idée de 20 ans est venue du fait qu'une femme ou un homme de 38 ans est, entre guillemets, mûr, qu'elle a suffisamment d'expérience de la vie, qu'elle a eu le temps de réfléchir et d'agir pour elle. Alors, je vais être un petit peu modérateur par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne suis pas un spécialiste du droit européen, mais je trouve que, quant à présent, la France possède un arsenal juridique assez protecteur pour les mineurs victimes, dans le cadre des prescriptions. Alors, le grand débat maintenant, c'est savoir la prescriptibilité des faits. Alors, moi j'appelle ça un petit peu l'utopie réaliste, parce que moi je suis un enquêteur, je travaille sur le terrain, et je sais que certains parlementaires, je pense que ça viendra un jour, veulent faire voter cette loi. Alors, c'est une idée généreuse, mais pour moi, elle est inefficace dans la réalité. Pourquoi ?
c'est tellement difficile dans ces affaires-là de réunir des éléments pour des faits qui remontent à quelques jours, quelques mois, voire quelques années. Donc, pour des faits qui remontent à plus de 30-40 ans, ça serait mission presque impossible. C'est vrai qu'effectivement, poursuivre un homme de 80 ans pour des faits, pour des agressions commises alors qu'il avait 20 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand sens. Et certains psychiatres sont contre cette idée, d'autres sont pour. Mais la procédure pénale, en tout cas moi, en tant que policier, c'est pas une thérapie. Faire une enquête 40 ans après risquerait de reposer exclusivement sur les ressentis de la victime et pas sur des éléments de preuve. On chercherait alors simplement la vérité psychologique et la réparation toujours psychologique de la victime. Finalement, ça serait plus le psychiatre qui enquêterait et pas le juge d'instruction. De plus, pour la victime, si elle suit une psychothérapie au long terme et que l'enquête pénale débouche sur un classement, ou en tout cas un acquittement, la victime risque de se sentir désavouée. Elle devra alors faire un double travail, sur le fait qu'elle a été victime et sur le fait qu'elle a été désavouée par la justice. Et je tiens à préciser que pour ce dernier fait, c'est très dur, effectivement, pour ce dernier fait, quand il y a des non-lieux, des relaxes ou des acquittements, et c'est là où il faut effectivement avoir la rhétorique et la dialectique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cru la victime. C'est qu'il y aura un manque de preuves qui est à l'origine de cette décision. Et c'est sûr que malgré cette précision, il n'est jamais évident d'expliquer à quelqu'un qui a déposé plainte pour un inceste qu'on n'a pas pu condamner le mis en cause. Voilà pour la loi sur la prescription. Alors, il y a eu différentes lois, c'est pour ça que je vous disais que l'arsenal, pour moi, qui est sur le terrain, est un arsenal qui est quand même relativement bien établi. Depuis 1998 et la loi Mélanie, on doit filmer les mineurs victimes d'abus sexuels. Alors au départ, c'était, il fallait l'autorisation des parents ou des enfants. L'idée, c'était qu'en fait, on évite d'auditionner plusieurs fois l'enfant. On verra que dans la pratique, c'est très rarement le cas. Alors, excepté évidemment pour les très jeunes enfants de 5, 6, 7 ans, où là, les auditions, d'expérience, dans nos procédures, on n'a pas fait plus d'une audition. Le juge d'instruction, rarement, et à la cour d'assises, ça peut arriver. Bon, par contre, c'est vrai que pour un adolescent, une adolescente, alors là, je vous parle un peu plus généralement, je ne parle pas que pour le cas d'inceste, pour des viols, effectivement, l'enquête, c'est rarement un long fleuve tranquille. Et on verra pour les techniques d'enquête que si on auditionne une adolescente de 14-15 ans sur des faits de viol, je vous dis peut-être pas particulièrement sur l'inceste, où là on pourra dire que c'est assez particulier, c'est une spécificité dans la spécificité. Si une jeune fille raconte une histoire de viol par rapport à un camarade de son âge, on vérifiera, je vous expliquerai pourquoi le policier doit vérifier, parce que si c'est l'avocat lors de l'instruction ou lors de la cour d'assises, lui il ne prendra pas de gants, donc l'avocat de la défense. Donc nous, on est des fois obligés de reprendre en audition une gamine parce qu'on a fait des vérifications par rapport à la téléphonie, par Facebook, etc. Et on s'apercevra que la jeune fille a dit des choses qui ne correspondent pas à la vérité. Ça ne veut pas dire qu'elle a menti, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais si on laisse l'audition en l'état, évidemment, il sera très facile pour la défense, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à la défense, on a un état de droit, on enquête à charge et à décharge. Toutes les infractions, même les plus horribles, ont un avocat, et donc là, l'avocat, évidemment, s'engouffrera dans la brèche si dans nos auditions, on n'a pas vérifié des choses qui sont peut-être toutes anodines, qu'elle n'a pas osé nous dire pour certaines choses, pour certaines, par rapport à sa culture, par rapport à sa famille, par rapport à d'autres choses, elle n'osera pas nous dire qu'elle a eu un petit copain, ou je ne sais rien. Donc voilà, donc, l'idée au départ de la loi Mélanie, c'était de faire qu'une audition. Bon, dans la réalité, à part pour les très jeunes enfants, c'est très rarement le cas. Alors, ensuite, en 2000, la loi Guidou a fait qu'on filmait tous les auteurs mineurs, quelles que soient les infractions. Bon, c'était un essai. Par la suite, en 2007, la loi Perben, une autre loi Perben, tous les mineurs victimes maintenant sont obligatoirement filmés. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'autorisation des parents ou des enfants. On filme toutes les auditions de mineurs victimes. Alors, on filme aussi tous les auteurs mineurs, donc ça c'est depuis 2000, et tous les auteurs majeurs ou mineurs de faits de crimes. Donc pour les viols, pour ma brigade, effectivement, on filme à peu près tout, puisque les mineurs, à 80% sont des victimes d'agression sexuelle, donc on les filme, et les auteurs, en général c'est souvent qualifié viol, et même si c'est qualifié agression sexuelle, alors s'ils sont mineurs c'est filmé, et s'ils sont majeurs, nous on filme. Donc on filme toutes les auditions. Ça nous permet comme ça d'avoir de la tranquillité, et s'il y a des choses qui sont dites, c'est gravé, on va dire, dans le CDR. Alors,
c'est là où je vais parler aussi du texte sur l'inceste dans le code pénal. Donc je ne vais pas vous reparler effectivement du ratage de 2010 où il n'était pas assez précis dans la définition, puisqu'on juge plutôt à la personne et pas sur un groupe non défini. Moi, pour l'instant, en l'état, je trouve que cette loi, personnellement, le rajout du terme inceste dans le texte de répression des abus sexuels me semble superfétatoire, pour employer sciemment un terme juridique. En effet, le code pénal réprime depuis longtemps tous les actes sexuels forcés commis par un membre de la famille sur un mineur. En fait, dans les causes d'aggravation des délits et des crimes, donc des agressions sexuelles et des viols, il existe dans le code de procédure pénale, donc avant la loi de 2016, les personnes ayant autorité, donc ça regroupe tout ce qui est les professeurs, les instituteurs, les animateurs, etc. Les personnes ayant autorité, c'est aussi, ça pouvait être aussi les beaux-pères, etc. Ensuite, il y avait aussi le viol par ascendant, donc évidemment, père, grand-père, etc. Donc, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale et dans le code pénal, il existait déjà ces infractions-là. Donc effectivement, on a rajouté un terme non juridique et qui n'apporte pas une véritable nouveauté. Comme dit le psychiatre Paul Bensoussan, une procédure judiciaire ne doit pas être une thérapie. Le droit pénal reconnaît la victime dans son état de victime, mais il n'a pas vocation de thérapie. En plus, au niveau pratique, ça complique un petit peu les choses, en tout cas quand le texte est en l'état, puisque finalement ce sont des infractions qui existent déjà, avec un terme différent, mais qui n'aggravent pas les faits. Alors il faut savoir que le viol par ascendant est une cause d'aggravation. C'est-à-dire qu'on reconnaissait déjà quand même le fait qu'un viol était punissable d'une certaine peine. Si elle était mineure de moins de 15 ans, c'était encore plus grave. Et si c'était par un ascendant, c'était encore plus grave. Donc il y a déjà des causes d'aggravation. Il y avait quand même la reconnaissance de la spécificité de l'infraction. Et c'est vrai que ça existait déjà. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que nous on est policiers, après il y a le juge, l'instruction. Quand c'est un viol, c'est un crime, donc il y a automatiquement une instruction. Il y a le président de la cour d'assises. Et c'est vrai que c'est difficile d'allier un vocabulaire du psy, entre guillemets, et des codes juridiques très précis. Je ne vais pas vous reparler de César Beccaria, des délits et des peines, le livre de 1764, mais voilà, il faut être précis dans le droit. Et c'est vrai que là, cet ajout nous a un petit peu surpris. Et pour moi, pour l'instant, on n'est pas tellement satisfaisant. Alors, je vais vous parler rapidement de l'entretien avec les mineurs victimes d'abus sexuels. Alors, phrase qui a été dite par un grand juriste, un ancien ministre de la Justice, un avocat, mais auquel j'avais pensé depuis bien longtemps. Je suis arrivé en 1997 à la brigade des mineurs. L'enquêteur est là pour écouter la parole de l'enfant, pour la prendre en compte, mais pas pour la sacraliser. Alors cette phrase a été sortie après le procès Outreau, qui était dans les années 2000. Donc nous, quand on auditionne, et c'est vrai que j'ai entendu, c'était il y a un an, une personne qui avait rendu un rapport, un psychiatre, qui expliquait que le viol était la seule infraction où la victime qu'on l'a soupçonné de mentir, un petit peu. Voilà, on l'a soupçonné de mentir a priori. Moi, je m'élève en faux là-dessus parce que ça fait 20 ans que je travaille à la brigade des mineurs. Et quand on auditionne, alors évidemment, on verra par rapport aux tranches d'âge, mais une adolescente, moi je vous parle plus d'une adolescente, on est, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là on n'est pas l'avocat de la victime, on est là pour essayer d'établir une infraction, d'essayer de retrouver l'auteur et de l'emmener devant la justice. Et il y a des règles assez précises. Et c'est vrai que dans une audition, on ne va pas demander effectivement, on va être assez précis dans les demandes, ce qui ne sera peut-être pas le cas d'un signalant, d'une assistante sociale ou d'une éducatrice qui recevra les premières révélations de la jeune fille ou du jeune garçon. Nous, on sera obligé de demander des éléments, la façon dont ça s'est passé, de façon assez précise. Alors tout est là dans le professionnalisme du policier, parce qu'évidemment, une jeune fille qui a été victime, donc là on parle d'inceste, quand elle va en parler, effectivement, ça va être compliqué. Mais c'est là, c'est d'où notre travail de spécialiste. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 20 ans de brigade des mineurs, alors évidemment, j'ai pas fait à la sortie de notre service un petit papier pour savoir si on était satisfait ou pas satisfait de notre travail. Mais tout ce que je sais, c'est que les gens qui sont venus chez nous sont venus avec leur traumatisme, sont venus avec tout ce qu'elles ont supporté. Quand elles sont parties, quand elles ont quitté la police, peut-être les services de police, parce que
procès pénal est assez long, pardon, pour aller devant un juge d'instruction. En tout cas, quand elles ont quitté les services de police, elles n'ont jamais été plus traumatisées qu'elles n'étaient en arrivant. Alors, je ne dis pas qu'elles allaient mieux toutes, certaines étaient mieux parce qu'elles avaient parlé, parce qu'elles avaient entendu quelqu'un qui les avait écoutées, peut-être, voilà. Peut-être que certaines, ça a été très dur, elles ne se sont pas senties mieux, mais en tout cas, on n'a jamais, je pense, en tout cas, moi ça fait 20 ans que je travaille là, et les fonctionnaires qui travaillent avec moi, c'est des gens que, par cooptation, qu'on choisit, et j'ai pas l'impression que les gens qui partent sont plus traumatisés. C'est une épreuve, c'est pas évident, d'où notre spécificité, mais voilà, travailler dans la brigade des mineurs, c'est un travail très, très particulier. Alors, juste, au niveau de la technicité, évidemment, on va diviser en deux, hein, enfin en trois, les adultes. On va parler des très jeunes enfants, donc les préadolescents, ce qu'on appelle la pédophilie véritable, en dessous de 10 ans, quand la sexualité n'est pas dans l'imaginaire de l'enfant. Alors, un enfant de 7 ans, c'est plus le contexte, on va essayer de comprendre, qu'un gamin de 6-7 ans, 5-6-7 ans, il ne va pas mentir. En tout cas, il ne va pas mentir de façon, évidemment, devant un policier. Après, des fois, nous, on essaye de comprendre le contexte des révélations. Parce que ça, comme disait un autre psychiatre, effectivement, c'est fondamental de connaître le contexte des révélations pour comprendre et pour enquêter, toujours à charge et à décharge. Évidemment, logiquement, les entretiens se découpent selon une typologie du développement de l'enfant. Même si, effectivement, on ne va pas entendre un gamin de 5 ans comme une jeune fille de 15 ans, mais une jeune fille de 15 ans ne sera évidemment pas entendue comme un adulte. Alors, bon, basiquement, pour un enfant de 3 à 7 ans, on peut rencontrer des difficultés pour se faire comprendre, pour comprendre ses mots, et aussi pour ne pas induire. De plus, s'il existe un conflit, il faut le sortir de ce conflit de loyauté où il se trouve. Car lors de son entretien, il aura peur de décevoir soit un de ses parents, mais aussi, et ça arrive souvent, lors des auditions, il aura peur de décevoir l'enquêteur, s'il lui pose des questions trop précises. Donc en général, quand on entend les petits, je dis 3-10 ans, il faut commencer par un environnement, son entourage, pour deux choses. Le mettre en confiance et éviter dès le début les questions délicates. Ensuite, nous, pour jauger son vocabulaire, son développement, sa capacité à s'exprimer et à construire un raisonnement. Bon, ce genre de choses ne doit pas être trop long, car si cet enfant... à cet âge-là, ne reste pas très concentré très longtemps. Donc vous risquerez à la suite d'avoir plein de renseignements sur le bruit de la chaise, pourquoi j'ai un gros nez, etc. Mais sur l'affaire en elle-même, vous n'aurez pas beaucoup d'éléments. Alors, si l'enfant ne parle pas tout de suite, s'il a du mal à révéler par lui-même et spontanément son agression, l'enquêteur doit à un moment amener le sujet en posant des questions indirectes. Tu aimes faire quoi avec papa? Puis tu n'aimes pas faire quelque chose avec papa. Si l'enfant ne répond toujours pas aux questions, il faut encore être plus précis. Par exemple, s'il a parlé d'une agression sexuelle à quelqu'un, lui demander « Mais tu lui as dit quelque chose à maman, peux-tu m'en parler ?» Et s'il n'y a toujours pas de réponse, il faut en toute fin d'entretien, malheureusement, arriver à des questions fermées. Car on est obligé de vérifier au maximum. Donc, voilà, on ne peut pas se contenter, si le gamin ne dit rien, s'il est mutique, on est quand même à la fin, si on sait qu'il a dit des choses à quelqu'un, on sera obligé quand même de lui poser des questions en lui disant « Est-ce qu'on t'a touché ?» Ça sera vraiment tout à la fin, tout à la fin. Voilà. Parce que l'enfant a peut-être enfui dans sa pensée, il est dans son monde et ne pense pas à le dire toujours spontanément. C'est vrai qu'un gamin souvent nous dit « Ah, j'ai pas pensé à le dire ». Ça, c'est une phrase. Bon. Les entretiens pour des petits enfants de 3, 7, 8 ans, ça ne doit pas durer plus d'une demi-heure. En général, on essaie de se contenter d'une demi-heure. On peut communiquer à l'aide de poupées sexuées ou des peluches pour lui montrer, pour qu'il le fasse avec des gestes. On peut aussi le faire dessiner pour le tranquilliser, ou aussi pour verbaliser l'infraction. Je sais qu'un gamin, souvent dans les entretiens, les petits, ils aiment bien dessiner pendant qu'ils parlent. Ça leur permet de s'exprimer plus facilement. Alors, moi je dis la séparation entre les enfants prépubères et pubères, parce que, comme je vous disais, pour moi, ils n'avaient pas la sexualité, ils n'avaient pas de représentation dans leur vie pour la sexualité. Alors, pour les adolescents, la difficulté va être de deux sortes. Soit vous avez des adolescents rebelles qui vont vous dire mais pourquoi tu me poses cette question? Tu ne me crois pas. Si tu me poses la question, c'est que tu ne me crois pas. Donc là, il va falloir un travail pour lui expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, on est là pour elle ou pour lui. Et vous avez aussi l'autre sorte d'adolescent complètement introverti, complexé, qui ne va pas parler par timidité maladive. Et qui ne va pas oser parler devant un inconnu de quelque chose de très intime. Mais là aussi, et
et encore plus évidemment qu'avec un gamin de 3-5 ans. Là, le policier va être obligé de demander des choses assez précises, toujours dans une technicité, mais toujours de façon très précise, pour que le procès-verbal soit le plus clair possible. Alors aussi, on a, puisque la prescription est 20 ans après la majorité, les adultes. On a donc beaucoup d'auditions d'adultes victimes en étant mineurs. Commandant Bourret, il faudrait conclure maintenant. D'accord, je vais vite. Donc voilà, et juste, alors je voulais juste finir par l'inceste. Donc je vous ai parlé de la technique générale pour une mineure victime d'abus sexuels. Est-ce qu'il existe des particularités pour les cas d'inceste? La grande différence me semble être les cas où la jeune fille a été sous l'emprise sur de longues années d'un père, d'un beau-père ou d'un oncle, voire d'un frère. Dans l'intrafamilial, on rencontre souvent des agressions sur le long terme, ce qui est moins souvent le cas pour une affaire contre quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Donc, qui dit long terme dit plus d'emprise, plus de difficultés à parler, de sentiments confus sur la responsabilité de l'agresseur. L'inceste détruit les codes et la filiation. Donc, en parler précisément à un inconnu est un long chemin. Il faudra donc encore plus de technicité, entre guillemets, de la part du policier, et peut-être du temps. C'est dans ce genre d'enquête que l'on rencontre le plus souvent les adultes venant après leur majorité pour déposer plainte. Ils ont fait un long chemin psychologique et ils doivent dorénavant se confronter, entre guillemets, aux méandres de la procédure pénale policière. Donc plus de patience et de temps peuvent être l'apanage de ce genre d'enquête. Ils doivent montrer l'emprise psychologique de l'agresseur, qui sera souvent, entre guillemets, un séducteur plutôt qu'un violeur. Alors, juste une petite phrase, parce que effectivement, et après j'ai terminé. Souvent, la problématique c'est, on entend ça à la télé, c'est vrai que les 3/4 de nos dossiers ne vont pas jusqu'au tribunal. Je vous rassure, je suis passé une 50aine de fois en cour d'assises, que moi, tous mes collègues, donc le viol, c'est 80% des sur mineurs, c'est pas 80%, mais en tout cas les affaires de viol, c'est 80% des affaires qui passent en cour d'assises. Alors, moi je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les 3/4 de dossiers, finalement, souvent ne vont pas jusqu'au tribunal, sont classés sans suite, ou une ordonnance de non-lieu, etc. Et les statistiques qui sont quand même régulières sur le nombre de femmes, puisque 90 à 95% des victimes, à part dans les très jeunes enfants de moins de 10 ans, à partir de 10 ans, c'est vrai, 90% sont des femmes qui sont victimes. Quand c'est la pédophilie, quand c'est moins de 10 ans, quand il y a des prépubères, effectivement, là, je dirais que c'est entre guillemets partagé. Donc pourquoi on a finalement arrivé à ce taux, nous on a 600 dossiers par an, rien qu'en Seine-Saint-Denis, avec beaucoup de dossiers qui ne vont pas jusqu'au bout, et ces statistiques qui démontrent que beaucoup de femmes, alors il y a des chiffres énormes, au cours de leur vie, ont été victimes, quelle que soit la gravité de l'infraction, mais de quelque chose à caractère sexuel. Et moi j'en ai conclu que dans les services de police, beaucoup de gens viennent, alors, il n'y a pas que pour la brigade des mineurs, ils ne devraient pas venir, parce que le service de police est ouvert 24/24, parce qu'il y a des séparations qui se passent mal, parce que, etc., etc. Par contre, j'en ai conclu aussi que la grande majorité des victimes d'agressions sexuelles et de viols sur mineurs ne viennent pas nous voir, ce qui explique cette différence. Et c'est pas parce que les policiers ne le croient pas. Alors, en général, les policiers sont idiots et les juges sont pédophiles, c'est plus intellectuel. Mais voilà, c'est ça. Je pense que la majorité des gens ne viennent pas nous voir. Par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui n'ont rien à faire dans les services de police. Voilà.